Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Après une petite pause, on revient très prochainement, très fort, pour des grosses vidéos sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous partage un échange avec Mathias Soulol, vous allez apprendre plein de choses. Mathias est diplômé STAPS en entraînement sportif, spécialisé dans la recherche. Il a notamment étudié les modes de contraction musculaire à l'INSERM. Vulgarisateur scientifique, formateur en ligne et créateur de contenu, Mathias est une personne que j'admire pour tout ce qu'il met en place au quotidien pour nous donner une nouvelle vision de l'information accessible. Et bien entendu, vous pourrez retrouver tous ces liens en description. Allez, on est parti pour un échange hyper enrichissant, profitez-en bien. Cher Mathias, que tu nous dises un peu ce que tu fais, pourquoi ça t'anime, parce que je sais que tu es animé là-dessus et c'est pour ça que tu es présent aussi sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu veux apporter à qui, un peu tout ça. Donc moi c'est Mathias Soulol, donc à la initiale, j'ai une licence en entraînement sportif en STAPS, et puis ensuite je me suis dirigé vers le master en STAPS également, en entraînement sportif à Toulouse, mais je ne suis pas parti dans la version préparation physique classique sur le terrain, dans un club de prépa physique par exemple pour les sportifs de haut niveau. Moi j'ai préféré faire de la recherche, donc je suis allé à l'initiale, j'avais l'idée de faire une thèse, et donc je suis allé en laboratoire de recherche. Et en laboratoire de recherche, je suis allé à l'INSERM, et à l'INSERM, j'ai étudié les modes de contraction musculaire sur le plan neurophysiologique. Donc c'était vraiment quelque chose de très, très spécifique. On pourra en parler si tu as envie de le faire. Ouais, carrément. Et donc, à l'heure actuelle, je suis stricto sensus aux yeux de la loi éducateur sportif, donc coach, entre guillemets. Je fais des consultations en ligne et des webinaires, enfin plus exactement des mini-cours en fait en ligne sur mon site, plus de la vulgarisation scientifique pour la Muscle and Science Connection qu'on a avec The Fitness Way. Voilà, on est tous les deux sur ce projet où on écrit des articles tout simplement et on commande des articles scientifiques et on essaie de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à notre pratique. Alors, je sais pas, c'est quoi la répartition, tu sais, dans ton master entre les personnes qui partent en prépa et les personnes qui partent côté recherche? J'imagine que vous n'êtes pas beaucoup. Non, Je me on n'est trompe? pas beaucoup, non. Ouais, c'est ça. On était dans la promo, techniquement, ayant fait un master recherche en STAPS sur environ une trentaine d'individus. On était 3. Ok, ok. Donc, il n'y a personne. En fait, la très, très, très large majorité des STAPS partent dans le champ soit de l'entraînement, soit de la prépa physique, mais ils partent pas dans le champ de la recherche. Déjà parce que c'est mal vendu, Ouais. mais en plus de ça, parce que c'est souvent un domaine qui, à l'initial, ne fait pas partie du projet du STAPSien quand il arrive en master, quoi. Il a déjà une idée en tête avec des clubs qui l'ont intéressé pendant la licence. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en ce moment, alors bon, moi, je suis un peu ce qui se passe dans YouTube depuis une dizaine d'années dans le fitness, donc ça s'est énormément développé. Et il y a un truc, il y a une tendance. Depuis peut-être, je sais pas, 2 ans, 3 ans, on brandit des études à tout va comme argument d'autorité. C'est bien parce que ça va du côté de la science. Enfin, c'est mon avis, hein. Moi, je pense que c'est bien d'aller du côté de la science. Mais est-ce qu'on doit adhérer à ces idées? Est-ce qu'on doit adhérer à toutes les études? Et la question sous-jacente, c'est quoi une étude fiable? Ouais. Le milieu EBP, donc Evidence-Based Practice, qui est donc la pratique basée sur les études scientifiques ou sur les évidences scientifiques, c'est une bonne chose dans le fondement. Mais tel que pratiqué aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit une si bonne chose que ça, parce que comme tu viens de le dire, en fait, on utilise une étude scientifique comme une espèce d'argument d'autorité. Et au lieu de s'intéresser à la science, de temps en temps, je préférais que les gens s'intéressent à la méthode scientifique plus qu'aux études elles-mêmes. C'est pas parce que tu as une étude sous les yeux qu'elle est qualitative. Et donc, tu peux pas la brandir à tout bout de champ sous prétexte que, comme tu l'as dans les mains, tu as raison. Ce qui est faux. Il y a de très mauvaises études. Elles sont certaines particulièrement mal faites. Et les études, c'est de l'argent public. Hein. Donc, en fait, quand une étude est mal faite, c'est de l'argent public qui a été jeté pour rien. Voilà, qui a été mis en place pour rien. Donc ça me dérange personnellement. Il faut arrêter avec ça. Il faut mettre en avant des études de qualité. Et une étude de qualité, c'est une étude qui respecte des critères en général de qualité qui sont émis par les chercheurs dans un domaine spécifique, quoi. Ouais. Genre, par exemple, une étude qui te dit on a pris 10 mecs, on les a entraînés et ils ont augmenté en force. C'est bien, mais est-ce que c'est pas l'effet du temps ou est-ce que c'est pas une mesure du hasard, tu vois? Bon, il me faut un groupe contrôle. Enfin bon, bref, tu vois, il y a plein de critères comme ça que tu es Ouais, censé il peut y avoir plein de choses, c'est respecter. clair.
Et en fait, pour moi, il y a deux aspects. Je reste sur le côté YouTube, Fit Game et tout, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens et je pense les personnes qui regardent la vidéo là aujourd'hui. Il y en a plein des YouTubeurs fitness. On est beaucoup à se lancer là-dedans, à faire du contenu, etc. Et en Ouais. fait, il y a deux choses. C'est qu'on n'a pas tous les armes déjà pour savoir ce qu'est une bonne étude. Il y a des bonnes et des mauvaises études, mais en plus de ça, je pense que beaucoup vont se contenter de s'arrêter à l'abstract, tu vois, par exemple, parce qu'on va voir que ça en premier ou lire le titre et puis extrapoler. Et je pense que c'est une grosse dérive. J'aimerais bien avoir un peu ton avis là-dessus, justement. Alors, ça nous ferait parler on va faire rapidement parce que ça nous fait parler de plein de choses, Ouais. parce qu'il y a plein de dérives dans le monde scientifique dont il faut être conscient. Il y a des travers malgré tout. Et s'arrêter à l'abstract, c'est un peu comme si vous prétendiez avoir lu le bouquin en lisant le résumé derrière. Tu vois, tu prends un ouvrage, j'ai lu le résumé derrière, j'ai lu le titre, j'ai vu qui étaient les auteurs, et puis c'est bon, je sais de quoi parle Vous avez cet notre fiche de ouvrage. lecture comme ça, d'ailleurs. Ouais, c'est un peu ça, ce qui est complètement faux. Bien Tu vas sûr. pas t'arrêter à ça, tu vois. Si je prends le bouquin que j'ai là, tu vois, bon, bah, si je lis derrière, je vais pas m'arrêter au bouquin avec juste ça. C'est pas possible. C'est pareil pour un résumé d'études. Le résumé d'études donne les grandes lignes, mais ces grandes lignes-là sont en général soumises à un nombre de caractères ou de mots limité. Et donc, je suis obligé de mettre en avant ce qui me semble être le plus attrayant pour le lecteur, quoi. Et ce qui est dommage, parce que en réalité, j'aimerais les résultats tels qu'ils sont, et les résultats principaux si possible, et pas les résultats tels qu'ils peuvent être attrayants. Hmm. L'abstract, l'intérêt de faire un abstract attrayant, c'est justement qu'on aille au-delà et qu'on lise la suite, pas que les résultats, les méthodologies, etc., quoi. Ouais, c'est une forme de méthode de marketing, d'une certaine façon. Il Ouais. faut attirer l'individu pour qu'il lise notre article. Si notre article est lu, il est cité. S'il est cité, ça veut dire que les auteurs sont de plus en plus connus et référencés, et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un peu comme ça que marche le jeu de la science. Alors, sans transition, je t'avais prévenu, le format est Ouais, court. il n'y Je a pas vais de te problème. demander, il y a beaucoup de fausses croyances, ça c'est clair, on reste dans ce domaine-là des croyances, il y en a vraiment beaucoup. Si aujourd'hui je te demandais de citer celles qui t'agacent particulièrement, ou alors celles que tu aimerais éclairer là tout de suite devant nous. Il y en a un paquet, une seule. Ouais, Yes, je vais faire une grande famille, du coup. ça va. C'est la récupération après l'entraînement. Ah, super. On vous propose monts et merveilles de telle ou telle méthode. Je ne vais pas mentir, la littérature scientifique jusqu'ici, elle a plutôt tendance à montrer que quasiment n'importe quelle méthode de récupération que tu mettes en avant, elle fonctionne rarement. Au-delà du placebo ou au-delà de ce qu'on appelle les effets contextuels, donc les effets d'attente de l'individu et autres, ça fonctionne pas spécialement. Ça n'a pas d'effet propre. Un exemple, l'électrostimulation ou l'électromyostimulation, pour être plus juste, quand je mets mes électrodes de type complexe et que je le mets sur le niveau faible de contraction pour m'aider à récupérer, vous pouvez oublier, ça fonctionne pas. C'est un D'accord. effet placebo très fort, tu vois. Alors, tu peux C'est nous dire ce qui pareil. rentre dans les méthodes de récupération? Est-ce qu'on parle de sommeil, de sieste, de repos? Est-ce qu'on parle d'autres choses? Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Dans les méthodes de récupération, je sors de l'équation le sommeil. Le sommeil, là, pour le coup, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. C'est probablement la seule chose qui fonctionne réellement. Non, on va mettre toutes les méthodes annexes, les bains froids, l'électrostimulation, le cupping thérapie, tu sais, les ventouses, Yes. l'acupuncture, les massages, les automassages, tout ça, vous pouvez. C'est pas que ça marche pas, mais c'est juste que l'effet qui est dit propre, c'est-à-dire spécifique à l'intervention en dehors de tous les effets contextuels qui puissent exister, notamment l'effet placebo par exemple, eh ben, ça n'en a pas, quoi, pas en réalité. Donc, par exemple, si je compare de l'acupuncture où je suis censé respecter toutes les lignes directrices de la directive pardon, de l'acupuncture, ou alors si je fais complètement au hasard et que je plante mes aiguilles n'importe où, ça semble-t-il exactement le même effet. Donc, c'est assez rigolo de voir ce genre de résultat, quoi. Si vous voulez faire de l'automassage, des massages, des étirements, etc., vous pouvez, il n'y a pas de problème, ça vous regarde vous, mais soyez conscient que les effets que vous êtes en train de vivre sont probablement dus aux effets contextuels et pas forcément à la manœuvre que vous venez de mettre en place.
D'accord. Et du coup, pour faire un focus justement sur les étirements, ça Mm. n'aurait pas d'effet de récupération, alors sur le court ou Mm. moyen terme, mais sur le long terme non plus? Non, sur le long terme non plus. D'ailleurs, en fait, en réalité, il y a même pas de, il y a même pas, on n'a même pas d'éléments pour expliquer que ça aiderait à récupérer. Ces idées D'accord. de mécanique derrière en disant oui, ça détend le muscle, mais le muscle, pour se détendre, il a besoin de physiologie, en fait. Il a besoin que l'acétylcholine sorte de la synapse neuromusculaire, tu vois, ce genre de choses. Donc, Mmh. c'est quelque chose d'assez précis qui dépasse complètement juste la pratique d'un étirement, quoi. Donc, il n'y a quasiment pas d'effet mécanique de la part des étirements à court et à long terme. Justement, je voulais dériver, tu as fait une super transition, je voulais dériver sur la récupération, donc c'était bien OK. intéressant. On en a parlé un peu sur le plan neuro, enfin avec le sommeil, avec Baptiste Noël, qui me parlait de Ouais. GABA, de déplétion en sérotonine, et cetera. C'était intéressant aussi. Yes. Ah oui, oui. Et du coup, alors ouais, tu nous dis que, qu'en termes de récupération, le sommeil, c'est très important et tout ce qui va être annexe, va avoir des effets contextuels qui vont être intéressants. Mm. D'ailleurs, là, on peut se poser la question, est-ce que ça a un intérêt d'aller dire à quelqu'un, c'est l'effet placebo qui fait le job pour toi et de casser son effet placebo pour le mettre dans la vérité, tu vois? C'est une erreur de penser que être conscient du placebo, c'est enlever le placebo. C'est Ah, pas vrai. ah En oui, fait, on commence à avoir pas mal d'études qui mettent en avant que le placebo existe malgré le fait qu'on sache que c'est du placebo. d'accord, bah tu vois, tu m'apprends Et, quelque chose. et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait une question éthique qui a été soulevée en plus pendant la crise de la Covid. C'est faut-il contrôler placebo, étant donné que ça serait, entre guillemets, mentir au patient quant au traitement qu'il aurait. Hmm. Et c'est vrai que c'est une question éthique qui se pose, qui est sérieuse, mais la réalité, c'est qu'on peut très bien faire du placebo en ayant conscience que c'est du placebo. Et ça a l'air de fonctionner. Donc, c'est pas problématique. On peut continuer à s'automasser parce qu'on pense que ça nous fait du bien, et donc continuer la pratique sans problème en sachant que ce sont essentiellement des effets contextuels qui donnent les effets que je ressens, quoi. Ok, ok, bah ça Mm. c'est ouais, super intéressant. Alors une question, là ça va être peut-être un peu plus technique, donc je vais te demander de faire un Euh, effort de Je, vulgarisation. je ferai. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de neurophysio? Justement, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, par rapport à tes Mm. travaux. Bon, déjà expliquer ce que c'est, s'il y a application pratique et puis nous parler un petit peu de ton travail sur l'excentrique peut-être? Ok. Euh, Neurophysio, c'est l'étude du comportement du système nerveux central sur le plan physiologique. Donc, j'étudie le système nerveux et son action lors notamment d'un contrôle moteur. Là, en l'occurrence, je travaillais là-dessus. Donc, la neurophysio, c'est une famille très très large de champs d'études scientifiques. Moi, j'en ai travaillé sur une en particulière, qui est le mode de contraction et l'influence qu'il a sur la fameuse neurophysiologie. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'amuser à faire? On peut étudier d'une part le comportement des ondes électriques au niveau du cerveau, d'autre part au niveau de la moelle épinière, et encore d'autre part au niveau du muscle. Donc en fait, il y a plus ou moins 3 compartiments qu'on peut s'amuser à étudier, et on peut s'amuser à étudier la communication entre tous ces compartiments, tu vois. Donc moi, ce que je me suis amusé à faire pendant mon master, c'est étudier les 3 en même temps et voir Mmh. comment ils évoluaient les uns par rapport aux autres. Donc, on s'était rendu compte que dans la littérature scientifique, lorsque je faisais un mode de contraction excentrique, donc par exemple, si je fais un curl biceps, en fait, c'est la phase où je retiens la charge, tout simplement. Et la phase où je retiens la charge, on s'était rendu compte qu'au niveau de la moelle épinière, il y avait une activité qui était plus faible comparée aux autres modes de contraction. D'accord. Et au niveau musculaire également. Au niveau musculaire, il y a une activité plus faible si je regarde les signaux électriques que l'on appelle EMG, tu sais, c'est les électromyogrammes Ouais, ouais, ou ouais. électromyographie. Et donc les signaux d'électromyographie qui correspondent à un champ global du système nerveux central étaient diminués. Au niveau de la moelle épinière, ça diminue également. Et donc on s'est posé la question, ben, est-ce qu'en haut, au niveau du cerveau, ça diminue? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça reste pareil que les autres modes de contraction? On avait un soupçon sur l'idée que ça augmentait. Et moi, c'est ce que j'ai voulu vérifier directement. Et effectivement, les résultats de mon master montrent qu'effectivement, ça augmente, quoi. Donc, OK. quand je fais de l'excentrique, il y a plus, entre guillemets, d'activation au niveau de la zone du contrôle moteur, qu'on appelle la zone primaire.
motrice qui est supérieure. Donc, cette activité est supérieure par rapport aux autres modes de contraction. Ok, donc ça, tu as pu le mettre en évidence dans ton Mhm. mémoire de fin d'année, c'est ça? C'est ça, Ok. exactement. Ouais. Et est-ce qu'il en découle des applications pratiques, directes ou indirectes? Non, Ou non, mais non? presque pas. Si jamais, en fait, c'est ce qu'on appelle de la science fondamentale ou de la recherche fondamentale plutôt. C'est-à-dire que j'essaie d'étudier les mécanismes du corps humain sans pour autant avoir une application clinique forte derrière, quoi. Si jamais il y a application clinique, peut-être qu'elle trouvera sa place plutôt dans le champ des thérapies avec éventuellement des maladies telles que Parkinson, par exemple, ou des déficiences motrices pour telle ou telle chose, mais pas dans la musculation chez un individu sain, quoi. Peut-être dans 60 ans, on viendra te chercher dans ton EHPAD avec un prix Nobel. Je- j'en doute sérieusement, mais oui. Ah, mon étude sur l'excentrique. C'est ça, exactement. Ok, on arrive à la deuxième partie, partie fin, on va dire, de ces questions-là, et je vais te poser quelques questions rapides. Donc, dans l'idée, je vais te demander de répondre en 2, 3 phrases, et puis on verra Ok, si on déborde ça un petit peu. marche. Cher Mathias, c'est quoi la broscience? Ah, comment le définir? Bro C'est science. c'est la méthode. Ah, putain, je saurais même pas le définir. C'est la croyance, quoi. C'est la croyance dans le monde des sciences du sport. Mais c'est pas des sciences du sport. C'est je pratique, j'ai de l'expérience. Et de mon expérience, je découle des conclusions. Mais ces conclusions ne sont pas toujours vraies, quoi. Même pas souvent, en réalité. Sans C'est de vouloir. l'empirisme subjectif de salle de sport, c'est ça, hein? Ouais, c'est exactement. Tu l'as mieux résumé que moi. C'est ça l'idée, ouais. C'est Ouais, de ouais. formuler un petit peu ce que tu viens de dire. Ouais, Ouais. ok. C'est vrai Pas que ça, une, on voit pas une beaucoup. mauvaise chose, hein, mais c'est pas une mauvaise chose, mais a priori, ça se discute sur plein de points, quoi. Question numéro 2, ne pas faire de sport, donc être sédentaire, ou être addict, bicorexique, enfin ce que tu veux. Ouais. Alors quand je te dis ça, c'est quoi le mieux? Je sais pas s'il y a un mieux. Je sais pas s'il y a un mieux. La bigorexie, donc l'addiction au sport, que ça soit dans le cadre du bodybuilding ou de la course à pied, notamment, puisque c'est les deux champs qui ont été le plus étudiés, c'est ce qu'on appelle une addiction positive. C'est-à-dire que ça reste une addiction au sens où on a un questionnaire qui nous fait correspondre en tant qu'addict, donc on peut difficilement s'en passer, ça a beaucoup d'implications dans notre milieu social, etc. Mais on l'a dit positive parce que très clairement, il y a des effets positifs du sport, tu vois. Une addiction telle que la cigarette ou l'alcool, il n'y a pas d'effet positif, il n'y en a strictement aucun. Par contre, le sport, il y en a. Donc, on appelle ça une addiction positive. Voilà. C'est pas mieux. Je préfère voir quelqu'un qui fait du sport comparé à quelqu'un qui est sédentaire, quoi. Là, pour le coup, la sédentarité, on sait ce que ça fait et ça fait pas des bonnes choses. Donc, bon, je me dis que c'est peut-être un peu mieux d'être. Ça marche. Et ouais, c'est ça, c'est une courbe en cloche en fait, la bio, enfin le sport, on va dire. C'est-à-dire que ça a énormément d'effets. Ensuite, bigorexique, ça veut pas dire en surentraînement. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se surentraîner et ne pas être bigorexique, et on peut être bigorexique et ne pas se surentraîner. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément de lien entre les deux. En tout cas, il n'est pas aussi fort que ce qu'on pense. Ouais. Et donc, au final, quelqu'un qui est bigorexique, ça ne veut pas dire qu'il en fait tout le temps. Ça veut dire que le sport a essentiellement une part majeure dans sa vie et que ça peut dicter la quasi-totalité de nos choix, en fait. Alors, dernière question. Alors, est-ce qu'on l'a fait matcher la courbe résistance et la courbe force? Tu m'as un petit peu intrigué avec ce sujet-là en me parlant de Doug Brignol. Ouais. Du coup, je me suis renseigné. C'est super intéressant. D'ailleurs, tu sors une formation dessus, je crois, non? Ou tu en as Demain. une? Ouais. D'accord. Ah, c'est demain. Ah, c'est celle-ci, d'accord. C'est demain qu'elle sort, celle-là. On sera là, avec grand plaisir. Ça marche. Est-ce qu'il faut faire matcher? Grosso modo, alors ça serait compliqué d'expliquer rapidement ce que ça veut dire, mais grosso modo, ça veut dire qu'on fait en sorte que le moment où le geste est le plus dur et le plus difficile à réaliser, généralement à 90 degrés d'angle, très souvent, d'angle articulaire, ça doit correspondre au moment où tu es capable de générer le plus de force. Parce que le muscle ne génère pas de la force identiquement en fonction de sa longueur, en fait, tout simplement. Donc, est-ce qu'il faut le faire? Théoriquement, c'est intéressant. Théoriquement.
on a 5 études pour le moment sur le sujet. D'accord. Et tu verras la conclusion demain plus en détail, mais une conclusion rapide maintenant, c'est non. Ça n'a pas l'air de fonctionner plus qu'un autre type d'entraînement, quoi. D'accord. Donc, Avec ces 5 études-là, du coup, c'est ça? ouais, ouais. D'accord. Donc 5 études, c'est très peu. Elles n'ont pas toutes la même méthodologie. Il y a 3 études qui sont un peu bancales et qui respectent pas certains critères de qualité que j'aimerais voir en tout cas. Donc les conclusions sont tout sauf fortes, mais jusqu'ici, ça n'a pas l'air de donner des résultats de fou. Et j'en reviens toujours au même, entraîne-toi comme tu as envie de t'entraîner, quoi. C'est vrai qu'en plus, hein. Fais en sorte que ça te plaise ce que tu fais, et puis une fois que ça te plaît, tu pourras éventuellement, avec un niveau d'entraînement avancé, commencer à vouloir jouer sur des détails pour matcher la relation de courbe, la courbe de force et la courbe de résistance. Mais Mais c'est avant vrai que ça, je c'est crois fou, que hein, c'est mec. une Moi perte qui de temps. débarque là-dedans, je me dis, mais qui se pose cette question? Tu vois? Moi, C'est incroyable. Ouais, faut avoir fait des années et puis avoir répondu à toutes les questions de base, peut-être, pour commencer à se dire, mais est-ce que je ferais exactement. bien matcher le moment où je suis plus Ouais, fort avec le moment où c'est le plus Mm. dur pour que ça produise C'est plus ça. d'effet? Ok, super. Bon, on verra ça en détail, du coup. Ouais, Écoute, merci beaucoup. J'en ai terminé avec mes plaisir. questions. C'était super intéressant. On a eu plein de valeurs en peu de temps et j'adore ce genre de format. Franchement, c'est trop chouette, trop, trop chouette. Merci à Peut-être toi. quelque chose pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu as en tête pour les futurs projets? Vers quoi tu as envie de te diriger? Euh, pour le moment, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les mini-cours que je fais en termes de formation rapide, entre guillemets, 2 à 3 heures de vidéo et du contenu pratique et théorique en même temps. Donc ça, c'est ce que j'aimerais développer le plus, donc sur mon site. Et puis ensuite, continuer à écrire mes articles, quoi. Tu sais, moi, je suis heureux quand je mange, je m'entraîne et puis je lis, quoi. Voilà. Un homme heureux. je, je- je fais des choses simples. On a donc un homme heureux devant nous, là. C'est ça que tu veux C'est dire. ça, exactement. Génial. Donc, non, mes mini-cours en ligne, continuer à écrire des articles de vulgarisation, et puis ça, c'est mon dada, et puis j'espère faire ça pendant très longtemps. Donc, pour le moment, mon objectif, c'est pousser mes mini-cours en ligne. Enfin, Trop en bien. produire plus que ça, quoi. Trop, trop Plus bien. que Ben, on ça. mettra tous tes liens dans la description. N'hésitez pas à les Voilà, checker. super, c'est Si tu veux gentil. terminer peut-être, alors j'ai vu que tu faisais ça, et ça c'est génial, c'est que tu mettais en avant des personnes que tu apprécies pour la qualité de leur travail. Notamment, tu Mhm. l'as fait, je crois, hier sur Instagram. Est-ce que tu aurais deux, trois noms en tête? Vous pouvez aller voir, du coup, tu as interrogé Baptiste. Ouais, Donc, tu as interviewé Baptiste. Donc, Baptiste, allez le voir. Hein, c'est un mec super, j'adore. très sympa. Ouais, tout à fait. Ouais, très, très sympa, Baptiste. Franc parler, mais, mais très sympa. C'est assez rigolo. Allez voir Gaïs de la chaîne Geek and Fit. Ouais, qui Pareil. va passer aussi dans quelques jours. Ouais. Ouais. Ouais, ben voilà, il fait un super boulot, Gaïs. En général, il fait vraiment top. Donc, vous pouvez vous amuser à aller le voir. Vous pouvez, sur les réseaux, vous allez voir Barbara, par exemple, Vulpinari, sur Instagram, qui traite essentiellement des problématiques pour les femmes. C'est très, très intéressant. Donc, je vous la recommande. Elle est très gentille. Je l'adore. Elle est vraiment adorable, cette fille. Vous avez Clément Noblet sur la nutrition, qui est une encyclopédie pure et dure, quoi. Vraiment très fort dans ce qu'il fait. Donc, il y a plein de gens comme ça qui sont très intéressants, quoi. Marius BZH Coaching également, qui est un copain, qui fait du bon boulot en général. De toute façon, c'est souvent eux qui commentent mes publications ou qui les aiment, hein, donc il On peut les suffit retrouver d'aller assez voir qui facilement. aime la publi et souvent il y a des gens comme ça, quoi.